Fabienne Keller. Fabienne est membre du comité d'action d'Agir et qui est députée européen aujourd'hui, qui nous représente à l'Assemblée européenne. Je vous lis sa question. On a vu, avec les différents changements de titre du PJL, séparatisme, laïcité, etc., ce à quoi tu faisais allusion tout à l'heure, que le sujet était source de malentendus. Comment éviter de cliver la société française sur des sujets dont on sait que tout le monde ne met pas la même signification, ne fait pas référence au même vécu derrière chaque mot? Oui, ça c'est un problème que j'ai vécu quasiment sur une base journalière quand j'étais délégué à la lutte contre le racisme, et c'est de plus en plus vrai d'ailleurs. Tous les mots utilisés, tout le champ sémantique qui porte sur ces questions de société, on va dire ça comme ça, c'est vague, mais là en l'occurrence c'est volontaire. Tous ces mots sont de plus en plus piégés, polémiques, contradictoires, et en fin de compte c'est très déstabilisant là aussi, parce que on ne sait plus exactement de quoi on parle, qui parle de quoi et qui est avec qui. Alors, ce qui est quand même un peu rassurant dans ce paysage qui en effet devient très accidenté et très glissant, c'est que je crois que l'opinion publique dans l'ensemble a les idées peut-être parfois un peu plus claires que certains responsables politiques ou intervenants du débat public, ou en tout cas qu'il y a une vision quand même assez consensuelle et assez partagée de ce qu'est la laïcité, de l'importance qu'elle a comme socle. Je disais, je filais la métaphore musicale en parlant de basse continue, on peut prendre des métaphores architecturales. La laïcité a vraiment la caractéristique d'une valeur socle dans notre société, et ça les Français le comprennent, je crois très bien, ils y sont très attachés. C'est pour ça que moi, si j'avais un regret, mais qui n'est pas un regret définitif, parce que les choses peuvent encore changer, c'est que dans l'énoncé même de la loi, alors le mot laïcité figure dans l'exposé des motifs et puis dans un article, je ne sais plus lequel exactement, mais enfin, il n'est pas mis en avant comme il l'avait été dans un premier temps. Vous vous souvenez peut-être d'ailleurs que le discours du président de la République était un petit peu déconcertant, puisque pratiquement après les remerciements d'usage, sa première phrase c'était de dire « il ne s'agit pas ici de laïcité ». Puis 10 minutes plus tard dans le discours, il dit « nous allons donc proposer une grande loi de laïcité ». Alors évidemment, c'était un peu déstabilisant, c'est pour très bien que les choses n'étaient pas encore très très calées à ce moment-là, et puis après s'est imposé le terme de séparatisme, et puis finalement on est passé à la formule qui pour le moment a eu principalement en fait la faveur du Conseil d'État sur la toute dernière rédaction, en parlant de conforter les principes républicains. Ça va aussi, mais la formule finalement retenue, incontestablement, elle est plus vague quand même, elle est plus floue, parce que, j'allais dire, quelle loi n'est pas censée renforcer les principes ou conforter les principes républicains? Normalement, c'est l'objectif même de la loi. Donc j'aurais tendance à penser que oui, il faut dire les choses comme elles sont, il s'agit bien d'une loi de laïcité. Pourquoi c'est une loi de laïcité? Parce que la laïcité, contrairement aux définitions un peu standards qu'on a tendance à en donner, qui ne sont pas fausses, entendez-moi bien sûr que la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État, bien sûr que c'est la liberté de conscience, d'expression et de culte, bien sûr que c'est la neutralité des services publics, on sait tout ça, on peut le répéter, d'ailleurs il faut le répéter. Mais c'est encore un peu plus que ça, la laïcité. Ça sert à quoi, au fond, la laïcité? Ça sert à trouver un mode de régulation de l'expression et la pratique religieuse dans la société qui permettent un équilibre entre les libertés et le bon ordre de la société. Un peu plus que le bon ordre, d'ailleurs, parce qu'on s'arrête un peu souvent à cette définition qui en fait, qui dit, bon... la règle, c'est la liberté, jusque dans la limite de l'ordre public. C'est vrai, bien sûr, là encore. Mais on sent bien qu'avec la laïcité, on a quelque chose d'autre. Il y a un pacte collectif derrière. Il y a une idée, non pas seulement de ce qui est permis et interdit, mais aussi de ce qui est souhaitable. De la façon dont on se figure, la manière dont on se comporte, s'agissant de cette chose si importante quand même, qui est la manière dont on exprime ses convictions les plus profondes, les plus intimes, normalement les plus affirmés dans l'espace public, dans la vie collective d'une façon générale. Donc c'est pour ça que c'est très important, et je crois
bien que là, nous avons un projet de loi de laïcité, c'est-à-dire il refixe le curseur de la place du religieux dans la société. Voilà, je pense que ce serait bien nommer les choses que de l'appeler loi de laïcité. Autre question, Mathieu Cabanis, adhérent à Agir de Gironde, par quelles mesures fortes et concrètes peut-on faire des valeurs républicaines un véritable projet de société? Il convient de lutter contre les séparatismes tout en mettant en avant une identité non pas ethnique, mais républicaine et citoyenne. Gilles. Vaste programme. Et c'est là où incontestablement on a le plus perdu de terrain collectivement sur le temps long, sur 30-40 ans. Pas forcément parce qu'il y a eu recul des institutions étatiques. Dans certains cas, il y a eu recul, mais c'est aussi parce que un certain nombre de grandes institutions sociales ou de grands discours sur l'organisation de la vie collective, sur les valeurs communes, se sont un peu émoussés, voire carrément effondrés, y compris d'ailleurs des forces de contestation ou des propositions alternatives à celles de la République libérale. Je pense au Parti communiste, par exemple, qui a eu pendant très longtemps une fonction structurante pour les populations ouvrières dans beaucoup de territoires de France, de la ceinture rouge houillère du Nord et au bassin alésien, en passant par les différentes figures et illustrations du communisme rural. Donc, tout ça a disparu, de la même façon d'ailleurs que les grandes institutions chrétiennes n'ont plus du tout la vigueur qu'elles avaient il y a encore une trentaine ou une quarantaine d'années. Bon. Et ce n'est pas la République qui a comblé le vide, c'est bien ça le sujet. Ce sont d'autres formes de socialisation qui l'ont comblé. Certaines d'ailleurs les plus importantes et les plus efficaces, et de loin, ce sont celles qui sont nées de la société de consommation. Ce sont les pratiques, voilà, c'est le monde médiatique, ce sont les valeurs, bonnes ou mauvaises, on ne va pas épiloguer là-dessus, peu importe, mais c'est ça qui s'est produit. Donc on n'a plus ces éléments de structuration collective comme on pouvait les avoir avant, et c'est donc difficile de lutter contre, parce que c'est ça, on lutte contre l'air du temps, on lutte contre des mouvements très très profonds, très lents, très longs, mais très puissants d'évolution de nos sociétés. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a quand même quelques piliers, il y a quand même une institution dans notre République qui, elle aussi, est complètement organique par rapport à nos valeurs, c'est évidemment l'école. Et on n'en a jamais assez dit sur ce sujet-là. Et on n'en fait jamais assez. Et on le voit encore. Et l'assassinat de Samuel Paty l'a illustré. Et ses suites, plus encore. C'est-à-dire les réactions que ça a engendré. Les contestations. Quand je parle des contestations, je ne parle pas seulement des contestations des élèves. Je parle aussi des contestations des profs. Pas majoritaires, bien sûr. Très minoritaires, mais quand même. Il y a des remontées de salles de profs qui disent « Oui, mais enfin, est-ce qu'il avait vraiment à montrer les caricatures? Pourquoi il a insisté? Pourquoi comme ça? Est-ce qu'il ne nous a pas mis dans un mauvais cas? Il nous fait prendre des risques, etc. » Tout ça existe. Et ça, on ne peut pas le laisser passer ou faire comme s'il ne s'était rien dit. Voilà, parce que en fait, c'est le cœur du problème. Moi, j'ai tendance à penser que le cœur du problème, c'est moins la vigueur et la force des islamistes que nos propres atermoiements, nos propres faiblesses, par rapport à justement des discours comme ça qui renversent les choses, qui disent que la victime est en fait coupable d'avoir été victime. C'est un terrible renversement des choses. Alors bien sûr, il y a des idéologues qui travaillent à jeter de l'huile sur le feu. Bien sûr, il y a des médias très hostiles à la République qui retournent tout comme ça. Mais on n'est pas obligé de les laisser faire. Est-ce que c'est un combat? Est-ce que c'est le mot qu'il faut employer? J'en sais rien. Mais en tout cas, ces efforts d'explication, de pédagogie, de rappel de la réalité des choses, j'ai fait un très très bref aperçu historique de ce dans quoi nous étions. Ce rappel historique-là, il faut le faire dans les écoles, il faut le faire dans les lycées, il faut le faire à la fac, il faut le faire dans les médias, mais
pas seulement avec l'arrière-pensée, qui est d'ailleurs de moins en moins vrai, que ça concerne des petites minorités de population très fragiles, très marginalisées, très en colère, très révoltées, et donc à qui il faudrait parler doucement et calmement pour les faire revenir dans le giron de la République. C'est plus du tout ça le sujet, si tant est que ça n'ait jamais été. Le premier sujet, c'est les adultes qu'il faut d'abord former, ou à qui il faut rappeler un certain nombre d'exigences, de réalités qui sont parfois un peu perdues de vue. Un fonctionnaire, je suis presque au regret de devoir le dire, mais un fonctionnaire ne fait pas et ne dit pas absolument tout ce qu'il veut, quand il veut. Voilà, même si je pense que tu es aussi très 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 attentif aux libertés académiques, bien évidemment, à la liberté d'enseignement, bien sûr, il y a des principes constitutionnels, mais c'est pas non plus la licence absolue, parce qu'il y a des devoirs qui sont attachés à ces différentes fonctions. Premier devoir quand on s'occupe des enfants, c'est de faire, comme disait Ferdinand Buisson, de ces enfants des citoyens, des républicains. C'est ça la mission fondamentale de l'école, elle n'est pas seulement d'ouvrir le robinet, de savoir plus ou moins bien assuré, pour pouvoir après avoir des diplômes et un job. Ça, oui, bien sûr, il faut le faire, mais c'est pas ça la mission fondamentale de l'école, en tout cas, c'est pas que ça. Voilà. Donc, ce qui est vrai pour l'école, là, je crois qu'il y a des choses quand même qui ont été faites solides, concrètes en matière de laïcité, et c'est très bien, mais il va falloir aller beaucoup plus loin en termes de formation, par exemple. Ce qui est vrai pour l'école devrait être vrai pour tous les services publics. Voilà. Il y a un travail de réarmement intellectuel, de formation notamment, et aussi de vigilance au quotidien qui devrait s'exercer pour que ces contestations, ces remises en cause ou ces lectures complètement à côté de la plaque de ce qui nous arrive ne soient pas devenues la nouvelle normalité. Mais parfois, on a un peu l'impression que le discours qui dit s'il y a des attentats en France, c'est parce que nous avons fait, on ne sait pas qui est le nous d'ailleurs, nous avons fait la guerre au Moyen-Orient et nous avons envoyé des bombes et donc nous recevons le juste retour des choses. Malheureusement, il y a même des intellectuels remarquables qui ont tendance à se laisser entraîner dans ce discours-là. Non, il ne faut pas laisser passer ce genre de choses. Voilà.